Salut, j'espère que vous allez bien. On va réagir au top 50 du Puy 500 2023. Bon, là, c'est le 2022 qui est face à nous. On va d'abord revoir, pour se remémorer les idées, revoir ce qui s'était passé en 2022, comment les catcheurs avaient été classés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un magazine qui classe les 500 meilleurs, si on peut dire ça comme ça. Les 500 meilleurs catcheurs de l'année. Il y a une période d'évaluation, il y a plein de règles aussi, mais ça, on va essayer de les revoir assez rapidement. Je crois que pour être répertorié dans les 500 meilleurs catcheurs, il faut avoir un nombre de matchs minimum. Je crois que c'est 6. Si tu catches pas plus de 6 fois dans l'année, tu peux pas être classé. Enfin bref, il y a plein de règles assez compliquées à comprendre pour pouvoir être classé dans ce classement des 500 meilleurs catcheurs. On va revenir rapidement sur deux trois critères qui sont pris en compte pour pouvoir du coup être dans ce classement des 500 catcheurs. Déjà par exemple, il y a les victoires et défaites qui sont pris en compte. Donc si tu as moins de victoires que de défaites, forcément tu vas être moins bien classé. Il y a les titres et les tournois remportés. Donc forcément, si tu es champion pendant une longue période du coup de cette période d'évaluation, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, je crois que cette année c'était du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023. Ça va été rallongé d'un mois, il me semble. Du coup, si t'es champion plus longtemps, forcément, tu auras une meilleure place. Il y a la notoriété du catcheur et de sa compagnie aussi. Donc forcément, si t'es plus connu, évidemment que ça va te permettre d'être plus haut. Et en fonction de ta compagnie aussi également. Donc si tu fais une meilleure année à la WWE, tu seras mieux classé que si tu avais fait une meilleure année du coup à la Elite Wrestling, même si il y a plus de critères qui sont pris en compte. Il y a les capacités in-ring aussi, donc j'imagine que c'est un des seuls critères qui est pas trop kayfabe dans cette histoire-là, parce que finalement les capacités in-ring c'est un petit peu du réel. Si t'as un catcheur de merde comme Elias, bah forcément tu vas pas aller chercher le top du classement, même si encore une fois il y a des catcheurs qui sont pas méga bons in-ring, qui ont déjà été qui ont déjà fait part des premiers. Et du coup les matchs aussi qui sont proposés tout au long de l'année. Donc par exemple si t'as catché dans un 5 étoiles, peu importe, je dis ça comme ça. Si t'as fait un gros match pendant l'année, forcément, tu seras mieux placé aussi. Donc voilà, c'est plus ou moins tous les critères qu'il y a à prendre en compte pour pouvoir justifier ses places, même si chaque année ça gueule un petit peu. Là par exemple, on a le classement de 2022. On va vite fait regarder ce classement-là. Après, je vais vous donner mes pronostics que j'avais fait l'année dernière. Je sais plus quand je les avais fait, mais j'avais fait des petits pronostics, un top 5 des catcheurs que je pensais aller être dans le top 5 du Puy 500 de cette année. Et du coup, après, on découvrira le top 50 de celui de cette année. Évidemment, je vais pas pouvoir réagir aux 500 noms déjà parce que je connais pas les 500 noms. Et je pense que les 50 premiers noms, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Je pourrais dire déjà un petit peu plus de choses par rapport à ça. J'ai pas acheté le magazine personnellement, je le ferai sûrement l'année prochaine. Mais si vous avez l'occasion de le faire, faites-le parce que je trouve que c'est un magazine hyper intéressant. Il y a pas mal de bonnes illustrations. On verra aussi l'illustration du classement des 500 meilleurs. Je trouve que l'illustration est dégueulasse. Vous allez me dire que je fais pas des miniatures excellentes en termes de graphisme, mais là, l'illustration était vraiment pas folle et ils auraient pu faire un petit peu mieux. Enfin bref, déjà l'année dernière, on va faire ça rapidement. Le top 10, on avait Roman Reigns qui était premier. D'ailleurs, je crois que Roman Reigns va aller vérifier en 2021. Il fait aussi l'année 2021. Ah non, c'était Kenny Omega. Roman Reigns, il était deuxième en 2021. Mais en tout cas, en 2022, Reigns, il était premier. C'était assez logique. Cette année, il y avait pas mal de chances qu'il soit premier. On va découvrir ça juste après. Okada, évidemment. CM Punk qui avait fait une grosse année. Cette année, bah, le petit spoil, il sera pas dans le top 10 ni dans le top 50 ni dans le top 500 parce qu'il n'a pas été assez présent. Adam Page, évidemment. Bobby Lashley, Cody Rhodes, Bryan Danielson, il avait fait une grosse année. Vikingo, alors qu'à cette époque-là, il n'avait pas eu une grosse exposition aux États-Unis, j'allais dire en Europe, comme au football, mais rien à voir. Biggie qui était champion une grosse partie de l'année 2022, enfin fin 2021 et début 2022, avant qu'il se blesse évidemment. Jonathan Gresham, Shingo Takagi, évidemment, John Moxley, Matt Cardona. D'ailleurs, je crois que John Moxley l'année dernière, ça avait fait beaucoup parler, malheureusement. Je dis malheureusement, c'est parce qu'il avait fait une grosse année. Pareil pour MJF, qui avait fait une grosse année, qui finissait 16ème. C'était assez décevant de ne pas les voir dans le top 10, mais évidemment, dans le top 10, il y avait des sacrés noms quand même. Jonathan Gresham qui avait fait une grosse perf toute l'année. Biggie en vrai c'est quand même discutable parce qu'il reste pas champion hyper longtemps, même si je vous l'ai dit la période d'évaluation c'est en général de juillet à juillet ou de juin à juin. Et forcément il était champion de septembre à janvier Biggie avant de perdre le titre contre Lesnar. Vikingo en vrai grosse surprise, on dirait un petit peu Neymar qui fait son apparition dans le top 10 du Ballon d'Or alors qu'il a jamais fait une apparition en Europe. Rien à voir avec le catch évidemment, mais bon voilà. Bryan Danielson qui faisait son retour dans le catch, si je peux dire ça comme ça, juste il faisait ses débuts à la Elite Wrestling, oui. Il avait fait un mini-event de Mania, mais c'était pas compté dans la période d'évaluation.
En tout cas, il avait fait des bons débuts face à Kenny Omega, Adam Page, etc. Je sais pas si c'était comptabilisé ça aussi. Il y avait Cody Rhodes évidemment. À cette époque-là, c'était déjà comptabilisé du coup le WrestleMania 38, c'est pour ça qu'il était bien placé. Il fait son retour à la WWE, il fait 2-3 bonnes perfs avant de se blesser, donc hyper intéressant. Bobby Lashley qui est champion une grosse partie du début d'année, et après ça, pas grand-chose non plus. D'ailleurs, Bobby Lashley c'est toujours décrié, je trouve, personnellement. Déjà l'année d'avant, il était 3ème parce qu'il avait été champion et qu'il avait participé à WrestleMania. Mais je trouve que Bobby Lashley c'est toujours décrié, il a toujours des bonnes places, alors que pour moi, je trouve qu'il mérite pas plus que ça. Adam Page, évidemment, grosse année. CM Punk, comme je vous l'ai dit, grosse année aussi, même si, bon voilà, l'année d'avant, il n'était pas classé, évidemment. Il y a plein de stats intéressantes, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce site-là, parce on va pouvoir comparer deux, trois petites choses par rapport au classement de cette année. Mais avant ça, du coup, on va regarder, c'était quoi mes prédictions l'année dernière. Je sais plus c'était quand je les avais fait, je les avais mis dans mes notes. C'était le 18 septembre, du coup, c'était à la période de la sortie. Là, on est le 14, donc c'est plus ou moins il y a un an jour pour jour. Donc, en 5ème position, j'avais mis Jay White, parce que Jay White, à ce moment-là, il était champion, il me semble, NJPW, il était champion avec WGP, et il était en fin de contrat, donc il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait faire ses débuts à Out Wrestling ou la WWE. Il y avait pas mal de rumeurs autour de Jay White, et je me suis dit, il allait faire une grosse année, il allait faire une sacrée année. Finalement, on verra bien comment ça va se passer pour lui dans ce classement-là, mais je pense qu'il sera pas 5ème, ça m'étonnerait. J'avais mis en 4ème position Bryan Danielson, pour moi assez logique en vrai. Bryan Danielson, il a fait une sacrée année, enfin, il a fait une sacrée année, mais à cette époque-là, j'avais pas pu le voir, mais je me suis dit qu'il allait encore faire une sacrée année comme il l'a fait l'année dernière. Je me suis dit qu'il était assez souvent dans la course au titre, Bryan Danielson, et que c'était possible qu'il fasse son apparition dans le top 5. Finalement, on verra bien ce qui va se passer encore une fois. MJF, parce qu'il allait devenir champion, il se rapprochait du titre. Roman Reigns, évidemment, parce qu'il était encore champion et je le voyais mal perdre son titre, mis à part que j'avais à ce moment-là déjà Cody en tête, c'est pour ça que je l'avais mis en première position. Mais malheureusement, il n'est pas devenu champion Cody Rhodes, donc on verra bien sa place. On va découvrir ça, on va découvrir les 50 premiers, même si vous allez voir que dans les noms qui sont en dessous des 50 premiers, il y a des noms assez intéressants, je trouve personnellement. Déjà, quand on regarde Wesley, très très bonne place, 66ème, je sais pas quelle place il a fait, il a pu faire auparavant. Je suis sur un Google Doc d'un mec qui est en train de remplir le Puy 500 sur le Discord de CCL4, je perds mes mots carrément. Progression, en vrai, on peut voir la progression. Wesley, il n'y a pas trop de stats données par rapport à ça, mais en tout cas, je trouve grosse année pour Wesley, qui est champion nord-américain quasi toute la période d'évaluation. C'est incroyable pour lui. Ray Phoenix, évidemment, c'est intéressant aussi. Il y a d'autres noms, hein, évidemment, Blake Christian, Kento, Daniel Garcia, grosse année, pareil. Damian Priest, grosse année, pareil aussi. D'ailleurs, très très bonne place pour Damian Priest. Je crois pas qu'il a été aussi haut dans sa carrière. Classement l'année dernière, 57. Et du coup, il perd 14 places. Ah ouais. Ça, je m'y attendais pas du tout. Il perd 14 places alors qu'il fait une meilleure année. Ça, c'est fou. Pentagon Junior. En fait, il y a pas mal de noms hyper intéressants juste en dessous du top 50. Wheeler Utah, hyper intéressant. Finn Balor qui qui prend 2 places. Il était 63ème l'année dernière. Là, il prend 2 places. En vrai, c'est assez justifié, même si pour moi, il mérite 2-3 petites places de plus. Je sais qu'on a un nom hyper intéressant. Ah voilà, Sheamus et Rey Mysterio en 54 et 53. Sheamus qui prend 72 places, 72. Et Mysterio qui prend 121 places. Intéressant pour eux. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait cette année pour prendre autant de places. Sheamus, j'ai ma petite idée avec son 5-star match, enfin ses 5-star match qu'il a eu durant cette année. Mais par contre, Mysterio, j'ai pas trop de mémoire. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait, mis à part se faire défoncer par son. Enfin, se faire défoncer, un grand mot, mais cette feud face à son fils. En vrai, je sais pas trop pourquoi il prend autant de place Rey Mysterio contrairement à l'année dernière. Enfin bref, on va passer au top 50. On a Sammy Guevara déjà en 51, intéressant aussi. Lui non plus, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a fait cette année pour mériter cette place, même s'il perd 23 places par rapport à l'année dernière. Mais encore une fois, il y a plein de critères difficiles à comprendre et en vrai, c'est assez logique quand on prend tous ces critères en compte. Mais forcément, quand on réagit comme ça à chaud, de temps en temps, ça fait un petit peu crier et on trouve que les classements sont pas trop justes. Donc voilà. 50e place, Edge, en vrai, logique. Je trouve que Edge, c'est assez logique. Il remporte tous ses feuds, malheureusement, même si pour moi, Finn Balor, il devrait gagner sa feud contre Edge à Mania, mais c'est assez logique. Il catch pas énormément cette année. Impossible. J'ai pas trouvé la stat de combien de matchs il a fait cette année. J'ai pas assez cherché personnellement. Il prend 15 places, contrairement à l'année dernière. Darby Allin, assez logique aussi, même si je le trouve un peu haut. Alex Shelley, Wardlow, Mystico, Austin Theory 45, un peu haut pour Austin Theory, mais il est champion tout le long de la
la période d'évaluation, donc c'est assez logique. Je crois même qu'il perd le titre juste après la période d'évaluation, si je dis pas de bêtises. La fin c'était 31 juillet, non je crois qu'il le perd un petit peu avant, mais en tout cas il est quasi champion tout le long de la période, c'est assez fou pour lui. Yuji Nagata, ok, Ricky Starks, grosse année. J'aurais préféré le voir plus haut, mais malheureusement il n'a pas tant d'accomplissement que ça, et c'est assez logique finalement. Tanahashi, assez logique, en vrai il a toujours des bonnes places. Steve McLean qui fait une bonne année du côté d'Impact, donc assez logique. Kenta, ok. Mike Bailey, ok. Sosikoa, ok, même si moi je trouve que c'est un peu haut pour lui. Après, il fait une sacrée année aussi, mais bon, il n'a pas tant d'accomplissement que ça. C'est juste qu'il est un peu invincible et c'est solo, quoi. Donc voilà, Braun Breaker, il perd des places, il perd 11 places. Dommage pour lui, même si je trouve qu'il fait pas non plus une meilleure année que celle de l'année dernière. Mais ça reste Braun Breaker et je trouve qu'il a une place plutôt correcte. Zack Sabre Jr., ok. Keno, ok. Alex Kane, ok. Ça, je le savais, parce qu'il y avait déjà le classement des poids lourds qui était sorti, il me semble, et j'étais tombé sur un truc où il faisait partie des 10 premiers, donc je le savais plus ou moins. Sean Skywalker, ok. Jay White, ok, même si je pense que j'aurais préféré le voir plus haut, malheureusement il perd beaucoup de place. Enfin, il perd 9 places, en vrai ça va. Matt Cardona, assez logique. Gran Guerrero, ok. Kaito Kiyomiya, assez logique, et je pense que au fur et à mesure des années qui vont passer, il va prendre des places. Adam Page, ok. Takahashi, ok. Drew McIntyre, je pense que c'est une place correcte pour lui. 26ème en vrai, il perd 6 places. Ça me paraît assez légitime qu'il perd toutes ces passes-là. J'aurais peut-être mis un petit peu plus en dessous Drew McIntyre, mais bon, il démérite pas sa place non plus. Drew McIntyre, ok. Kenny Omega, là ça a beaucoup crié. Kenny Omega, il fait une sacrée année cette année et malheureusement, bah, il perd 6 places. Il est pas champion cette année, mis à part champion trio, je crois, sur le début de la période, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais bon, il a j'allais dire la trilogie, mais non, pas du tout. Il a ces 2 matchs face à Will Ospreay et pour moi, rien que pour ça, ça mériterait un top 10. À la limite, Kenny Omega, top 10, ça me choque pas, mais top 25, c'est déjà trop. Au moins dans le top 20 ou vers le top 11, vers le top 12, un truc dans le genre, mais Kenny Omega, top 25, c'est assez dur pour lui. Chris Jericho, ok, en vrai, je l'aurais mis un petit peu en dessous. Jake Lee, ok. Sami Zayn, en vrai, je trouve que Sami Zayn, c'est une place méritée. 22ème, je trouve que c'est mérité pour lui. Il fait une grosse année, en vrai, de juin à juin. On le voit tout le temps, Sami Zayn, il est dans cette histoire-là de la Bloodline. Il y a son heel turn, enfin son heel turn, son face turn, son turn sur Roman Reigns, etc. Il y a cette course au titre face à Reigns qui est incroyable. Ensuite, il met une event mania avec KO. Je trouve ça assez logique en vrai qu'il soit à cette place-là. Et pour moi, c'est totalement mérité. Il fait une grosse carrière, j'allais dire. Une grosse année en tant que catcheur solo et en tant que catcheur par équipe, même s'ils ne défendent pas trop leur titre. D'ailleurs, Kevin Owens qui est en 21ème position lui aussi, pour moi, c'est assez légitime, même si je pense que Sami Zayn mérite d'être un petit peu plus au-dessus. D'ailleurs, il prend 62 places, Kevin Owens il prend 15 places. On avait vu dans le classement l'année dernière que Kevin Owens il avait une très très bonne place l'année dernière. Trey Miguel, ok, assez logique en vrai, en vue de son année. Bobby Lashley, encore une fois, j'ai dit, je comprends pas à chaque fois pourquoi il est si haut. Cette année, il n'a pas des gros accomplissements. Il est peut-être champion des États-Unis au début de la période, il me semble. Après, il perd contre Rollins, puis contre Austin, puis après Austin Theory, il récupère le titre. Enfin bref, il est champion des États-Unis au début, mais à part ça, à part sa petite feud face à Lesnar et après plus rien, bah il y a pas grand-chose pour Bobby Lashley. Et pour moi, c'est un petit peu trop haut et il perd 14 places donc. Voilà, Bobby Lashley. Hammerstone, ok. Will Ospreay, là pareil. Hein. Will Ospreay, pour moi, ça mérite un top 10, mais vraiment de loin. C'est un peu dommage qu'il soit pas dans le top 10. J'ai oublié que du coup, Kenny Omega il était champion des États-Unis de NJPW cette année et qu'il aurait mérité des places en plus aussi. Mais Will Ospreay, il est champion US une longue partie de l'année. Il est encore champion US d'ailleurs. Et il fait des gros matchs. Donc pour moi, je vois pas pourquoi Will Ospreay il devrait être 17ème au lieu d'être dans le top 10. Une 10ème place, je pense que j'aurais pas crié personnellement, mais là, 17ème, c'est assez honteux, je trouve. Bryan Danielson, pareil, j'avais pronostiqué qu'il serait bien placé, mais je trouve que c'est assez honteux. Slamovich, ok. Samoa Joe, en vrai mérité aussi, 14ème place. Pareil, je l'aurais peut-être mis un petit peu plus en dessous, surtout quand tu vois que Bryan Danielson est derrière lui et que Will Ospreay est derrière lui. Mais il est champion à la Ring of Honor pendant une longue période, il est encore champion d'ailleurs. Donc pour moi, c'est assez logique en vrai qu'il soit si haut. Et l'année dernière, il n'était pas classé, en vrai logique. Carmelo Hayes, grosse place pour lui. D'ailleurs, je pensais, mais Ilya Dragunov, lui, il est très très mal placé. 150ème, un truc dans le genre. Il est pas présent pendant une longue période de l'année, donc c'est assez logique. Mais Carmelo Hayes, franchement, je crois que c'est sa meilleure place. Il prend 64 places par rapport à l'année dernière. Je crois que c'est son meilleur classement en vrai, et c'est déjà ouf pour lui. Il est champion NXT. Il arrive à battre Braun Breaker dans le week-end de Mania. Il fait des matchs incroyables, il défend super bien son titre.
Franchement, Carmelo Hayes, je suis vraiment content qu'il soit si haut dans le classement. Il aurait peut-être mérité une ou deux places de plus. Par exemple, Claudio Castagnoli qui est 12e. Pour moi, Carmelo, il mérite d'être un petit peu plus au-dessus. En vrai, ce qui est justifié pour Claudio, c'est qu'il est champion à la Ring of Honor aussi pendant une longue période. Mais je pense que le titre de NXT, enfin, le titre de champion du monde de NXT, doit être plus mis en avant que le titre de Claudio, qui pour moi n'a pas été, qui a pas une si grosse exposition que celle de Carmelo. Et c'est un petit peu dommage pour Carmelo qui sait prendre une place par Claudio. Au moins Claudio, parce que au-dessus on a Sanada et les champions lui aussi à la NJPW pendant une longue partie de l'année. Et c'est assez logique en vrai, vu le prestige de ce titre-là, il mérite d'être à cette place-là. Et on arrive au top 10. Attention, en vrai, il peut y avoir pas mal de surprises. On a déjà 2-3 petits noms en tête qu'on n'a pas vu dans ce classement, donc on se doute de qui pourrait être dans le top 10. Mais du coup, on va découvrir. 10ème place, Cody Rhodes, il gagne le Rumble, il fait un main event de WrestleMania, c'est assez logique, même si pour moi, j'aurais préféré le voir un petit peu plus haut. Au moins 2-3 places, pareil que pour Carmelo, j'aurais préféré un petit peu le voir plutôt 8ème, 7ème plutôt que 10ème. Mais 10ème, au moins il est dans le top 10 et ça reste assez constant pour lui. Il perd 10 places. Comment ça, il perd 10 places? Il n'était pas premier l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, du coup Cody Rhodes il perd quelques places, mais en tout cas c'est assez constant pour lui. Il est souvent dans le top 10 et c'est très très bien. 9ème place, Josh Alexander, assez logique en vrai. Je pense qu'il va redevenir champion bientôt en plus d'ailleurs. Même s'il est assez. Enfin, il a été absent pendant une longue partie de l'année, si je dis pas de bêtises, mais assez logique en vrai pour Josh Alexander. Et c'est pas la première fois, je crois, qu'il est dans le top 10. L'année dernière, attendez, on va vérifier rapidement. Je crois que l'année dernière, il était 11ème, un truc dans le genre. Attendez. Ah non, 14ème. 8ème, Orange Cassidy, assez logique. Il est champion international ou Atlantique, peu importe comment vous l'appelez. Longue partie de l'année, il perd 8 places, comment ça? Il perd pas 8 places, Orange Cassidy. Enfin bref, il est champion toute l'année en vrai. Il est champion toute la période. Il perd son titre que récemment contre Jon Moxley, donc assez logique sa place. Ça fait plaisir de le voir aussi haut dans le classement. Je pense qu'il fait l'unanimité en vrai auprès des fans. Il fait une superbe année, il fait des défenses de fou. Je crois qu'il est invaincu en termes de défense et invaincu tout court. Donc c'est juste très très bien pour Orange Cassidy qui mérite amplement sa 8ème place. 7ème place, Okada, bon, on le présente plus, assez logique, il fait souvent des top 7, hein, des top 7, des top 10 en vrai. Donc en vrai, ça change pas de l'année dernière, ça change pas des années précédentes. Okada qui est toujours dans le top 10, il est champion aussi au début de l'année, il me semble. MJF, du coup, enfin il est champion une petite période, on va dire, Okada. Je crois qu'il devient champion à Wrestle Kingdom et puis il le perd contre Sanada, enfin bref. MJF qui est champion quasi toute l'année, et c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu honteux de le mettre à la 6ème place alors qu'il pourrait être dans le top 5 au moins. Moi je demandais top 5, pas plus, mais là 6ème, et en plus on va voir qui y a au-dessus. Pour moi c'est un petit peu dommage pour lui, parce que le titre il doit être prestigieux, puisque c'est le titre de champion du monde au Elite Wrestling. Et là par exemple on a Vikingo qui est à la 5ème place. Pour moi, MJF fait une meilleure année que Vikingo, même si Vikingo, je crois qu'il a plus d'une centaine de matchs cette année, alors que MJF, il a 20 matchs ou 20 défenses ou un truc dans le genre, plus ou moins. Donc finalement, en termes de matchs, c'est assez logique, mais le titre de MJF est plus prestigieux que le titre de Vikingo. Même si Vikingo, lui, il est champion toute la période, alors que MJF, il n'est pas champion toute la période. Pour moi, MJF mérite d'être devant Vikingo. Et c'est un peu dommage, mais en tout cas, évolution fulgurante pour Vikingo qui l'année dernière faisait son petit top 10 ou top 9, je sais plus. Et maintenant il est à la 5ème place avec un petit peu d'exposition du côté des États-Unis, du côté de Elite Wrestling et Ring of Honor. Bah, c'est super bien pour lui et peut-être que l'année prochaine on le verra un petit peu plus haut, même si je pense que là il a atteint un petit peu son maximum en tant que champion méga champion là. Gunther 4ème position, je vais pas vous mentir que je suis choqué, moi j'aurais préféré, enfin c'est pas que j'aurais préféré mais je pensais qu'il allait être premier, parce qu'en vrai quand tu analyses un petit peu tout ça, il est champion intercontinental toute la période, il est invaincu toute la période, il a pas mal de défense, et il est champion intercontinental à la WWE, donc pour moi c'était assez logique, ça tapait à l'œil, je me disais Gunther il allait être premier, parce que il y a personne qui fait les mêmes stats que Gunther toute l'année. Par exemple, on va prendre personne d'ailleurs, on verra bien le prochain classement. 3ème place, on arrive au podium, Jon Moxley, assez logique aussi, même si je sais plus combien il a été classé l'année dernière, on va vérifier ça rapidement. Jon Moxley 12ème. Jon Moxley 12ème en vrai petit rattrapage par rapport à l'année dernière, tant mieux pour lui. Mais peut-être qu'il aurait mérité une place ou deux en moins. Parce que là c'est assez haut en vrai, Jon Moxley. Je sais pas s'il fait une meilleure année que Gunther.
Pour moi, Gunther, il fait une meilleure année que Jon Moxley, mais bon, ça reste Jon Moxley. Et troisième place, ça me va. Deuxième place pour Roman Reigns qui perd du coup sa place de premier de l'année dernière. Assez logique, même si en vrai tu le mettais premier, ça choque personne, je pense. C'est super bien pour Roman Reigns qu'il soit toujours deuxième, il est toujours champion. Il a moins de matchs que tous les catcheurs dans le top 10, il me semble. Il a un petit peu plus de matchs qu'MJF, si je dis pas de bêtises, ou un petit peu moins, j'en sais rien du tout. En vrai, j'ai pas vérifié. Mais il est champion du monde de la plus grande fédération de catch pendant toute la période d'évaluation, donc assez logique. Par contre, il faut faire attention avec Roman Reigns parce que plus les années passent, moins il fait de matchs. Et ça se pourrait que l'année prochaine, s'il fait encore moins de matchs qu'il a fait cette année, il serait pas dans le top, dans le top 500. Mais bon, c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper grave qu'il soit pas dans le top 500. Hein. C'est juste un classement d'un magazine. Mais en tout cas, il avait encore une grosse année pour Roman Reigns et ça m'aurait pas choqué de le voir en première position. Mais par contre, du coup, première position, on va découvrir ça ensemble. Seth Rollins, en vrai, surprise pour moi que Seth Rollins soit à la première position. Il devient champion d'un nouveau titre à la WWE, il défend son titre assez souvent. Ça commence mal en vrai son année, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou alors ça commence mal la période d'évaluation parce qu'il est pas dans les gros programmes. Je crois qu'il perd souvent en live event contre Austin Theory, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a pas énormément de victoires et c'est un petit peu dommage pour lui. Mais il se rattrape bien parce qu'il va devenir champion. Heureusement qu'il y a eu un nouveau titre qui a été mis en place pour qu'il le gagne, parce que sinon je pense pas qu'il aurait été premier. Et du coup, c'est ce qui fait que sa première place, elle est méritée, je trouve, pour Seth Rollins. Il est champion, c'est un super bon champion, il est apprécié du public, il a une cote de popularité énorme, limite le catcheur le plus populaire cette année avec LA Knight, avec Cody Rhodes, avec Sami Zayn, peu importe. Mais en tout cas, c'est un catcheur hyper populaire. On a vu ses réactions, par exemple, au Live Event de Paris ou quoi que ce soit. Encore une première position pour Seth Rollins. On va voir quelques stats par rapport à Seth Rollins, mais je crois que c'est la troisième fois qu'il est premier. Si je dis pas de bêtises, en 2018, ouais, parce qu'en 2019 c'est Adam Cole. En 2018, ah non, 2018 c'était Kenny Omega, du coup 2019 c'est Seth Rollins, ouais. 2019 Seth Rollins, il est numéro 1, et 2015, ou 2016, 2015, il est premier aussi, donc c'est la troisième fois, il n'y a pas encore le 2022 sur ce site-là, dommage, parce que je trouve que le site il est bien fait en vrai. Mais du coup, troisième place dans la décennie pour Seth Rollins en tant que premier, donc c'est la troisième fois qu'il est premier. Et quelque chose d'intéressant qu'on peut noter, c'est que Seth Rollins, Roman Reigns et Jon Moxley occupent le podium, le Shield en force, ils ont pris le monopole en vrai du catch et c'est juste ouf. D'ailleurs, si on fait le bilan, on a Reigns qui est premier une fois en 2022, il est premier en 2020, non, mais Adam Cole il est jamais premier ou quoi? Je crois qu'Adam Cole il était premier en 2020, enfin bref. Il est premier en 2022, je crois qu'il est premier en 2016 du coup. Ouais, Roman Reigns il est premier en 2016 et c'est tout. Seth Rollins il est premier 3 fois du coup comme je vous l'ai dit, 2015, 2019 et 2023. Et Jon Moxley il est premier en 2020. Donc ils prennent le monopole en vrai sur la décennie et c'est juste ouf. Très très mérité en vrai pour le Shield et j'espère que ça va continuer comme ça pendant les années à suivre. Mais du coup voilà, donnez-moi votre avis par rapport au top 500 de cette année. On va regarder l'illustration, même si je me suis fait spoil 37 fois. Donc on a Seth Rollins qui est mis en premier de l'illustration en tant que premier évidemment. Reigns qui est tout dans le fond alors qu'il est deuxième. Moxley qui est troisième. Je pense que le graphiste aurait pu faire un effort d'au moins mettre un truc en référence avec le Shield, c'est un peu dommage. The Shield Live Zone, ok, bon il a fait une petite référence mais à part ça pas grand chose. Le gros contour blanc autour de Seth Rollins c'est bien dégueulasse, pareil autour de Moxley et Roman Reigns. Enfin bref, je trouve que la couverture est pas folle. Si on compare, je crois qu'il y a d'autres couvertures en dessous. Bon, ça c'était la couverture de l'été, en vrai elle était pas mal, mais toujours ce vieux truc à côté. Après je suis pas graphiste, hein, je juge, mais je suis pas graphiste. Enfin, vraiment celle-là elle est déjà bien mieux en vrai. Je trouve que cette couverture-là est bien mieux. À part ça, c'est tout. Enfin bref, donnez-moi encore une fois votre avis par rapport à ce top 500 des catcheurs de l'année. L'année prochaine, peut-être que je ferai ma réaction au top 500. Là en vrai, je voyais pas trop l'utilité. Je sais pas s'il y a les 500 qui sont déjà répertoriés. Non, il y a déjà les 100 premiers, c'est déjà ouf. Et Jay Styles 99ème. Ah ouais. C'est dommage pour lui. Dominic Mysterio, intéressant, dans le 4ème. 94. Pac, ok. Chris Brooks, en vrai, grosse année du côté de la DDT. C'est fou en vrai pour lui. J'étais tombé sur des vidéos YouTube de Chris Brooks il y a pas longtemps d'ailleurs. Enfin bref, Trish Adora. Il y a des filles aussi qui sont dans le classement, mais en général, il n'y a pas beaucoup de filles. Les filles qui sont dans le classement, c'est juste qu'elles ont fait des matchs intergender et qui en ont fait au moins plus de 6, je crois, pour être dans le classement. Je crois que j'ai entendu ça quelque part, je sais plus du tout. Enfin bref, il y a pas mal de noms intéressants, encore une fois. David Finlay. Je
pense pas que le Dynamite Climax était compris dans la période d'évaluation. Et c'est peut-être pour ça en vrai qu'ils ont rajouté le, le mois de plus. Enfin bref, allez voir le classement de votre côté si vous voulez voir le classement en entier. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est sport.